Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux et heureuses de vous avoir ici pour cette table ronde intitulée « Évaluer les étudiants en journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle ». Donc, je vais vous présenter les intervenants. Donc, Pierre Laniret, qui est vice-président en charge du numérique et de l'innovation pédagogique à Paris-Dauphine. Lorraine Reynaud, qui est maîtresse de conférence au CELSA et qui a en charge en grande partie les enseignements sur l'intelligence artificielle au CELSA. Et Pascal Guéné, qui est directeur de l'Institut pratique de journalisme de Paris-Dauphine, et donc aussi en charge en grosse partie de mener cette réflexion sur l'intelligence artificielle au sein de cette école de journalisme. Je suis, quant à moi, Valentina Grossi. J'enseigne au CUEJ, donc le Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg. Et voilà, j'ai aussi un petit peu à participer à cette réflexion sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre formation, voilà, en direction des étudiants et des intervenantes de l'école. Donc, comme vous savez, juste pour introduire un petit peu le thème qui va animer nos discussions, l'intelligence artificielle et notamment l'arrivée de ChatGPT auprès du grand public fin 2022 ont été des moments de forte remise en question à l'université, même plus largement que pour les écoles de journalisme, dans toutes les formations. On s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui apprendre, transmettre, enseigner à l'ère de l'IA, effectivement. Et un article qui était devenu viral aux États-Unis il y a quelques années, ça s'appelait Everyone is cheating their way to college, c'est-à-dire tout le monde triche un peu à travers les mailles du filet pour réussir ses études à la fac. En fait, je trouve que ce titre est assez intéressant parce qu'il y a l'idée en fait, qu'un étudiant pourrait aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, passer un petit peu à travers de sa propre formation sans être vraiment impacté par les enseignements parce que justement, l'intelligence artificielle fournit des technologies qui lui permettraient de rendre des devoirs dans les formes et dans les temps, mais sans vraiment développer des compétences autonomes qu'il pourrait ensuite mobiliser de manière fluide à l'extérieur de l'université dans des situations imprévues. Donc en fait, je trouve que cette arrivée de l'intelligence artificielle nous met face à cette question en fait presque anthropologique de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, qu'est-ce que c'est que de maîtriser des compétences, le fameux transfert des compétences en fait, dont parlent les sociologues de l'éducation. C'est-à-dire que le but final d'une formation est de voir ces étudiants pouvoir en fait, faire preuve de compétences à l'extérieur, dans des situations mouvantes, imprévisibles, et non seulement rendre des devoirs qui correspondent aux attendus. Donc finalement, même si ce fantasme de l'étudiant voilà, qui serait passé à côté de ses études sans rien apprendre relève davantage du fantasme que de la réalité, je trouve que voilà, c'est une métaphore qui pose quand même des questions qui sont intéressantes. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça pour éviter ce possible travers? Donc, les écoles de journalisme que vous représentez, voilà, une grosse partie de l'audience aussi pourra témoigner dans la discussion, sont en première ligne face à ces questions. Mais en plus de ça, je trouve qu'on est confronté aussi à un deuxième volet, c'est-à-dire l'exigence d'anticiper de quoi sera fait le journalisme de demain, c'est-à-dire dans quel sens les médias vont évoluer, comment les journalistes vont adopter l'IA, qu'est-ce que les journalistes vont faire de l'IA et qu'est-ce que l'IA fera du journalisme, parce qu'effectivement, il s'agit de former les étudiants au journalisme de demain. Donc, juste pour... je vais tout de suite donner la parole, mais juste
Pour donner un petit cadre, cette table ronde qui est organisée par la conférence des écoles de journalisme, voilà, en fait, on ne part pas de rien dans la discussion, c'est-à-dire que la SUEJ a donné un cadre déjà à cette réflexion à travers des discussions hebdomadaires entre toutes les écoles de journalisme, bien sûr pas que sur l'IA, mais ça a été aussi des lieux de discussion qui ont abouti aussi à l'organisation d'une journée consacrée à l'intelligence artificielle en mai 2025, où certaines lignes directrices ont été esquissées. Et puis, ça a abouti, cette réflexion, à la rédaction d'une charte interécole, une charte éthique d'usage de l'IA, qui pose déjà des jalons dans la réflexion, c'est-à-dire importance de préserver des compétences autonomes pour les étudiants, de garder une forme de prudence et de réflexivité face à l'IA, et aussi l'impératif pour les écoles de mettre en place des modalités d'évaluation qui nous permettent d'évaluer les compétences autonomes des étudiants, c'est-à-dire leur capacité à faire sans l'intelligence artificielle. Bien sûr, il s'agit là d'un cadre qui n'est pas du tout l'aboutissement d'une réflexion, c'est plutôt le début de la réflexion. Donc tout reste ouvert et justement l'objectif est d'en discuter ce matin. Donc je vais commencer tout de suite par une première question. Est-ce que Pierre, voilà, mais ensuite tout le monde, pourriez-vous nous préciser quel est votre rôle concrètement dans cette réflexion au sein de Dauphine et quelles sont vos missions et qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à cette question-là? Oui, merci pour la question, merci pour l'invitation aussi. À l'Université Paris-Dauphine, on a plusieurs types d'étudiants en formation, que ce soit, on a des juristes, des étudiants en droit, des étudiants en économie qui font pas mal de statistiques et de Python et du codage pour traiter des données. On a des étudiants en management qui se destinent plutôt au métier du conseil et qui font des diaporamas PowerPoint, qui font des analyses stratégiques d'entreprise. On a des journalistes dont je ne parlerai pas parce que ce sera fait plus tard. On a aussi des mathématiciens, des étudiants en maths et des étudiants en informatique et des étudiants évidemment en sociologie. Et donc la mission qui m'a été confiée par le précédent président quand j'étais délégué à l'innovation pédagogique, c'était de faire un état des lieux à partir de 2023 de ce qui se passait dans les salles de classe et des enjeux que posait ce nouvel outil qui était ChatGPT. Et puis après, il y a d'autres familles d'outils évidemment. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de réponses aux tables rondes. On avait des salles beaucoup moins garnies que celle-là avec les enseignants et avec les étudiants pour parler de ça. Mais j'ai quand même travaillé sur un document. Et puis, depuis 2 ans, j'ai aussi lancé un baromètre de l'usage des IA génératives à l'Université Paris-Dauphine. Et donc ça, c'est pour mesurer un peu le taux d'appropriation, on va dire, de ces technologies-là. Et quelques petits éléments sur comment ils perçoivent ces outils, comment ils voient leur avenir avec ces outils. Voilà. Et puis après, j'ai aussi encadré pas mal de travaux. Je profite du fait que j'encadre des mémoires pour lancer pas mal de fois des étudiants sur des pistes qui sont tiens, regarde l'usage des IA génératives par les étudiants, l'usage des IA génératives par les alternants. Je suis prof en gestion et en management des systèmes d'information, donc c'est une bonne occasion de récupérer du verbatim, des témoignages d'étudiants et de jeunes, on va dire. Donc voilà ce que j'ai fait et ça aboutit maintenant petit à petit à une réflexion qui va se décliner dans pas forcément une charte, mais un peu sous la forme d'une doctrine, de comment l'université Paris-Dauphine, mais je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaîtrions, dans pas mal de principes qui sont là-dedans, comment l'université conçoit ces outils-là et quelle place elle préconise de leur donner dans les salles de classe, du côté de l'enseignant et du côté des étudiants. Et juste par rapport à ce baromètre,
est-ce que vous avez constaté des grosses différences dans les réponses des étudiants selon leur filière Alors, je constate deux choses. Le baromètre, il est très imparfait parce que j'en suis l'auteur et avec assisté d'étudiants en première de master, plus d'IA générative pour reformuler les questions, parce que pour le coup, il y a des moments où l'IA elle est super sur ce genre de choses. Il ne faut pas s'en cacher. Mais c'est quand même encore très imparfait. Par contre, ce qui a marché assez bien, justement, c'est la partie comparaison. Ça montre que même un outil de mesure pas terrible, en fait, ce qui marche bien, c'est quand on l'applique plusieurs fois, parce qu'on voit quand même des différences entre les répondants. Il y a deux différences entre l'année 1 et l'année 2 déjà. Donc ce mauvais baromètre, on l'a refait une deuxième fois, et on voit que tout ce qu'on avait identifié a augmenté. Le taux d'adoption, les risques liés à l'écologie, le sentiment qu'on s'est mieux expliqué en classe, etc. Tout ça, on avait un chiffre probablement faux la première année, il est toujours faux la deuxième année, mais il a une tendance, donc c'est intéressant. Donc les étudiants utilisent, je sais pas, et c'est plus 50%, c'est-à-dire qu'on est passé à pas mal de questions où ils étaient 50% à utiliser tous les jours et c'est 75%. Ils étaient 50% à penser que c'est un problème, qu'ils ne pourraient pas s'en passer, c'est 75%. Voilà, ce genre de choses. Ou c'est 40 et on est à 60. Voilà. Donc ça, c'est assez net. Première différence. Donc ça se diffuse sans surprise. Et donc dans une année, il y a plein de questions qui n'auront plus de sens. On sera à 85% depuis 3 ans. Ça ne sera plus la peine de poser la question. Et l'autre différence qu'on voit, c'est entre les disciplines. Très nette, on va dire celle-là. On a... économiste, mathématicien, économiste, informaticien et management très à la pointe, plutôt à 80% d'un usage quotidien, etc. Et on a ensuite journalisme et sciences sociales, plutôt à 40% d'usage quotidien. Donc c'est quand même un outil qui s'est massivement déployé partout, mais on voit que l'intensité, elle n'est pas la même. Et voilà, pour le coup, j'ai pas les explications dans le baromètre, mais il y a des éléments intéressants à questionner. Ouais, et ça fait une bonne transition parce que peut-être que Lorraine, vous avez déjà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites concrètement par rapport à ces questions-là, et puis peut-être répondre à Pierre par rapport à ce que vous voyez de vos étudiants. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis nouvellement maîtresse de conférence donc, au CELSA avec l'équipe journalisme de Valérie-Jeanne Perrier. Et j'ai été recrutée justement pour être un peu référente IA sur sa question au département journalisme. Donc, grosso modo, moi, je donne les cours de IA et processus journalistiques. Ça, c'est pour les apprentis, les M2 apprentis, dont je suis co-responsable pour le master de nouvelles écritures. On s'attache au CELSA à ce qu'il y ait des cours sur l'IA dans tous les masters. Donc, il y a aussi un cours d'IA et fact-checking que j'assure pour la voie classique, les M2 en parcours classique, et puis également un cours pour les formations continues. Donc là, c'est un profil un peu différent d'étudiants en reconversion professionnelle. C'est d'ailleurs intéressant sur les usages des IA génératives, où là, on va traiter donc de l'IA et des entreprises émergentes. Donc en tout, c'est une petite 50aine d'heures de cours dédiés aux IA génératives dans le programme. Et donc, moi, mes missions, ce serait déjà à la base vraiment poser un cadre de transparence, déjà instaurer le dialogue sur ces questions avec les étudiants et étudiantes de manière à ce que ce ne soit pas un tabou. Et peut-être là, je peux rebondir, Pierre, sur ce que tu disais. Moi, je vois une très grande différence au niveau des déclaratifs déjà, pas forcément des usages, mais des déclaratifs entre les élèves en communication, par exemple, et les élèves en journalisme. Donc, il y a beaucoup plus de tabous. J'ai même une étudiante qui me disait utiliser ChatGPT aux toilettes dans sa rédaction. Donc, il y a aussi des tabous dans les entreprises médiatiques, et on le voit, ça se répercute en cours. Donc, il y a vraiment l'idée d'instaurer un dialogue. Dès le début de l'année, on met en place des entretiens individuels pour mieux connaître les étudiants et étudiantes. Et il y a une petite partie dédiée sur leurs usages des IA, à la fois universitaires, à la fois professionnels et à la fois personnels. On y va aussi franchement là-dessus pour un petit peu mieux se connaître. Et puis ensuite, ça fait l'objet de plusieurs tours de table dans les classes pour un petit peu connaître leurs besoins, leurs ressentis,
ressenti personnel aussi par rapport à la profession. Comment est-ce qu'ils et elles se situent? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils ont peur d'être remplacés? Est-ce qu'ils ont au contraire l'impression que ça va leur simplifier la vie? Enfin, voilà, on essaie vraiment de réfléchir sur ces questions. Et la transparence, elle est à double sens. C'est-à-dire que ce qu'on m'invite à faire au CELSA, c'est aussi à parler de mes propres usages et, disons, créer un cadre de transparence sur les visées pédagogiques aussi. C'est-à-dire qu'on va être sur des cours vraiment en construction, du bricolage. On n'a pas de licence, hein, donc on a des élèves qui n'ont pas forcément des abonnements payants, qui vont un peu se débrouiller avec les moyens du bord. Et nous, on ne peut pas leur apporter des outils payants et sécurisés. On est aussi dans le cadre de tous ces modules sur des problématiques RGPD. Donc voilà la première mission. Encadrer un peu tout ça, je dirais, avec transparence et honnêteté, avec ces élèves. La deuxième mission, c'est construire petit à petit, de façon transversale au sein de ces cours, une culture de l'IA. Et peut-être on y reviendra un peu plus tard, Valentina, parce que je ne veux pas monopoliser, mais une culture à la fois historique, hein, d'où ça vient, c'est pas nouveau, les IA, faire bien la distinction avec les IA génératives, une culture technique ensuite, comment ça fonctionne, et c'est pas la même chose d'apprendre aux étudiants et étudiantes à comprendre le fonctionnement que de les apprendre à les utiliser. Hein, d'ailleurs, on voit qu'il y a un énorme gap. J'ai une étudiante à laquelle je pense qui est notre expert IA de la classe, qui a une maîtrise fondamentale des usages et qui était assez faible sur, disons, la compréhension technique de tout ça. Et puis ensuite, créer une culture pratique, hein, d'usage. Et même là, j'ai envie de dire, on va même leur apprendre, si je puis dire, et c'est presque un peu polémique de dire ça, mais à tricher, dans la mesure où on essaie ensemble de voir quels sont les indices, finalement, de l'usage des outils d'IA générative, de mieux comprendre la spécificité, en fait, de ces écritures machiniques. Donc, une culture de l'IA et ensuite, évidemment, eh bien, des cours construits avec les intervenants professionnels sur ces sujets, des règles d'utilisation. Donc là, on est en pleine discussion avec l'équipe de journalistes. C'est pas encore mis de manière transversale au sein de la formation. C'est-à-dire que on a au niveau des universitaires, je dirais, de l'homogénéité dans les discours, ce qui est autorisé, sous quelles conditions, ce qui est même encouragé, ce qui est interdit, et puis ce qui relève vraiment fondamentalement de l'humain. Donc ça, c'est relativement clair. Par contre, on se rend compte qu'on a un vrai travail à faire avec les intervenants professionnels pour mettre un peu d'homogénéité, parce qu'il y a des consignes différentes selon les cours, ce qui crée un petit peu de bruit et de brouillard aussi pour les étudiants. Et là, actuellement, pour finir, on est aussi avec l'équipe journalisme sur la construction d'une fiche de déclaration d'usage dans le cadre du mémoire pour les élèves en journalisme sur comment est-ce que j'utilise ou je n'utilise pas l'IA pour produire mon travail de recherche. Et avec une précaution qu'on essaie d'avoir avec Valérie Jeanne Perrier, qui est de dire que cette charte ne doit pas nécessairement encourager les usages. Elle doit en tout cas mieux accompagner, mieux les guider, et ils ont tout à fait le droit et même le devoir de dire là je ne l'ai pas utilisé ou je choisis de ne pas l'utiliser tout court. Voilà globalement quelles sont mes missions au sein du département. Merci. Pascal, vous voulez peut-être préciser aussi quel est votre rôle dans cette réflexion? Oui, mais merci pour ces premières contributions qui montrent bien qu'on est sur un terrain extrêmement mouvant. Le hasard a voulu qu'en novembre 2022, j'organise à Paris-Dauphine la première conférence IA et médias. Et c'était 15 jours avant le lancement de ChatGPT. Et donc, ça nous met un marqueur temporel, en réalité. C'est la 4e conférence. Donc, ça montre que ce que l'on avait annoncé lors de la première conférence, qu'on allait avoir une vague qui allait nous submerger par sa vitesse, et que lorsqu'on parle d'IA, des technologies qui autrefois se comptaient en années, se comptent en mois, je pense que réellement, on l'a constaté sur la vitesse d'adoption et sur effectivement le fait qu'on allait quand même être face à une révolution qui n'avait rien à voir avec les révolutions précédentes qui avaient été connues dans notre métier, si on pense, je ne sais pas, au numérique, à Internet ou aux réseaux sociaux. Rien à voir par la vitesse et rien à voir, évidemment, quant aux transformations des métiers. C'est quand même un des enjeux extrêmement importants pour nous, puisque dans les écoles de journalisme, on réfléchit à des gens qu'on va mettre sur le marché, disons, de manière opérationnelle autour de 2030. Et donc, c'est bien ces compétences-là dans lesquelles il faut qu'on se projette, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, et on enseigne, enfin, c'est Clément Rouget qui s'occupe du cours d'IA et journalisme depuis 2022 chez nous. Mais là, vraiment, l'idée, c'était pour moi d'être dans une logique de transformation, y compris des équipes. Parce qu'au fond,
Le problème de l'IA, c'est que même si on voit une évolution, il y a beaucoup de discours de personnes qui n'ont pas un usage des IA. Et ça peut être quand même une forme de problème, hein. Moi, à titre personnel, j'utilise de l'IA tous les jours. J'utilise plusieurs outils d'IA et je l'utilise comme un outil d'amélioration de ma pédagogie, un outil comme si j'avais un assistant personnel, etc., etc. Et je pense que ça, c'est très important aussi d'avoir ce type d'appropriation dans nos dimensions. Donc le travail, vraiment, c'est un travail d'équipe dont je vais reparler, et c'est de se dire ensemble comment finalement ça va impacter dans un truc qui est extrêmement mouvant, parce qu'il y a bien sûr les écoles, mais il y a qu'est-ce que vont faire les entreprises face aux opportunités qu'il y a et au type d'évolution des métiers. C'est cette phase-là, et c'est pas tout à fait étonnant que ce que dit Pierre sur finalement cette question d'adoption ou pas adoption, parce que les IA génératives font qu'on est une des professions qui est particulièrement impactée, parce que les IA génératives, c'est très spectaculaire en réalité, hein, par rapport à d'autres formes d'IA dont on pourrait reparler sur notre métier. Effectivement, il y a une forme de paradoxe dans cette injonction à ne pas l'utiliser, tout en sachant que le journalisme est vraiment en première ligne face à ces questions, vu les capacités à imiter le langage humain de l'intelligence artificielle. Et juste peut-être pour ajouter, il n'y a pas que les étudiants qui vont se cacher dans les toilettes. Bien sûr, les usages clandestins des IA dans les rédactions sont très, c'est quelque chose qui commence à être très documenté aujourd'hui, hein. Et évidemment, c'est tout à fait problématique, parce que on va le voir, il y a des questions éthiques très importantes qui sont soulevées, mais qui en réalité sont très peu traitées, parce que évidemment des grosses rédacs ont peut-être des outils internes ou autres, mais d'autres vont utiliser de façon assez large des outils qui sont assez peu recommandables sur la question de la protection des données. Et juste pour revenir à cette question des compétences, est-ce qu'il n'y a pas le risque, en essayant effectivement d'anticiper sur les usages des médias et à rentrer dans une logique d'anticipation, de un peu miner des compétences de base qui seraient pourtant intéressantes et importantes, y compris pour bien maîtriser les IA? Est-ce que, selon vous, il y a un risque dans ce sens-là? C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on arrête d'aller à la salle, on est moins musclé, et pareil avec nos capacités cognitives, à force de ne pas écrire soi-même, peut-être qu'on sera moins... Voilà, on aura perdu des compétences au bout d'un moment et on se rendra dépendant de la machine. Pascal, est-ce que vous voulez La question du maintien de la compétence, elle est absolument fondamentale, évidemment, hein, parce que et ça fait partie aussi du transfert qui est là. C'est-à-dire, quand ça devient si facile d'avoir un résultat, comment on fait pour maintenir sa propre compétence, quoi. Voilà, si je peux prendre un exemple personnel, hein, moi je suis depuis longtemps dans des nombreux réseaux internationaux, donc j'ai toujours rédigé tous mes mails en anglais, etc. Mais maintenant j'utilise des IA pour ces mails-là. Donc est-ce que c'est finalement une logique de perte de compétences, parce que quand je vois le résultat de l'IA, il me paraît supérieur à ce que j'aurais réalisé moi-même, et donc au fond, est-ce que je vais perdre cette compétence-là, hein, ou en tout cas, je vais perdre probablement une partie de la confiance en moi, à la capacité de mettre en œuvre cette compétence, quoi. Et ça, évidemment, on parle de gens qui ont des compétences ou autres. C'est une autre projection, évidemment, qu'on va avoir des individus qui vont arriver en ayant déjà utilisé des IA génératives de manière très, 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 très large, et qui peut-être auront, comme on le dit, mener leur chemin jusqu'à nous, mais ils n'ont pas eu parfois besoin de ça pour mener leur chemin jusqu'à nous. On pourra revenir là-dessus aussi. Et donc je pense que ça, c'est vraiment des enjeux et des défis qui sont très importants pour nous. Pierre ? Juste une réflexion là-dessus, sur cette division de tâches. Je parlais avec des collègues de sciences de l'éducation à Tours qui, eux, sont très enthousiastes avec les IA génératives, en disant qu'en fait, pour plein de raisons, ça décharge cognitivement les cerveaux pour faire d'autres choses. Alors, on est toujours dans l'expectative de se demander cette autre chose, qu'est-ce que c'est, et est-ce que vraiment c'est une libération? Mais voilà, l'idée remonte à la machine à calculer, quoi. C'est-à-dire... aujourd'hui, on peut avoir un parcours en maths à peu près correct en étant aidé par une calculette, et maîtriser ces tables, par exemple, ça n'empêche pas forcément de devenir un statisticien. Et peut-être c'est bien, en fait, ça. Et je me disais également, en écoutant l'exemple de l'anglais, que se décharger de la rédaction d'un certain nombre de mails dans des langues diverses et variées, parce que ça pourrait être l'anglais, mais ça pourrait être l'italien, c'est des choses que font plein de dirigeants d'entreprises qui ne parlent pas un mot d'anglais et qui font faire ça par leur staff, hein, qui envoie ça. Et du coup, est-ce que cette compétence-là, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit préserver? Je pense que la question, elle est ouverte, en fait.
Oui, et je pense que c'est aussi une responsabilité collective de définir quelles tâches on considère comme un peu des lignes rouges, en fait. Lorraine, est-ce que vous voulez rajouter? Est-ce que vous avez défini justement des lignes rouges, par exemple, concernant la formation au journalisme, en disant cette compétence-là, on peut la déléguer. Celle-ci, elle fait partie du cœur du métier et on ne souhaite pas la déléguer. Oui, et non seulement on en a défini, mais je crois que les étudiants et étudiantes en définissent eux-mêmes. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une facilité à transcrire avec les outils d'IA, traduire, ça ils se l'autorisent très largement. En revanche, de ce qui ressort du dialogue avec eux et elles, ils mettent un point d'honneur à construire ou conserver une plume. Donc l'écriture journalistique, je dirais que c'est peut-être la ligne rouge. Et là, je reviens sur ce que Pascal et Pierre disaient, la disparité en fait des profils aussi. Pascal le soulignait très justement. C'est vrai que c'est très différent avec les M2 actuellement avec qui j'assure les cours. Ils ont déjà construit quand même des habitudes rédactionnelles. Ils ont un habitus, mais c'est très différent avec les L1, les L2 où je suis dans d'autres disciplines et qui ont vraiment pris l'habitude de faire de la reformulation et de la supervision d'IA plutôt que de la rédaction manuelle à proprement parler. Et en tout cas, pour ce qui est des élèves en journalisme, même en M1, ils sont nombreux et nombreuses à me dire, nous, on s'autorise vraiment pas à les utiliser. On fait d'abord un premier jet. Ça nous semble important parce qu'on veut créer notre identité, notre ADN de journaliste. Donc, c'est les barrières qu'ils et elles se mettent. En tout cas, ça ressort. Après, de ce qu'on essaie de construire comme garde-fou à l'école de journalisme du CELSA, c'est de garder au maximum, de manière, on va dire, sans IA, en tout cas au début, tous les actes qui engagent la confiance du public, c'est-à-dire identifier un angle, trouver un sujet, le contextualiser. Et ça, c'est des choses que on a beaucoup de chance. On a des intervenants et intervenantes professionnels qui font ces activités-là avec les étudiants presque sous observation, en direct. Ils font des simulations de conférences de rédaction. Donc, on ne les laisse pas, si vous voulez, en autonomie 4-5 heures pour ces tâches-là. Pareil pour l'écriture journalistique et surtout, je dirais, pour les gestes d'enquête. Ça nous paraît au CELSA fondamental de conserver ce geste-là, d'abord d'aller recueillir de la donnée, d'aller mener des entretiens, de pouvoir aller observer des scènes, de prendre des notes de façon fiable. Et ça, c'est des choses qu'on conserve et qu'on essaie d'évaluer des tâches sans IA. Mais effectivement, ça fait penser au fait que la spécificité des écoles de journalisme par rapport à d'autres formations qui ont un volet théorique plus important, c'est qu'on a la chance d'avoir des étudiants souvent en présentiel, en situation en fait de devoir évaluer des choses en temps réel, de devoir produire. Et donc peut-être que ça nous facilite un petit peu la tâche parce que finalement on va se focaliser sur le processus en fait de production plutôt que sur le résultat final. Pascal, vous voulez peut-être rajouter? Oui, enfin, sur les lignes rouges, parce que j'ai parlé du maintien de la compétence, évidemment, le risque, c'est la non-acquisition de la compétence en réalité. C'est ça le truc, parce que là, on parle du maintien pour des gens qui ont une compétence, mais là, au fond, c'est cette dimension-là. Et je vais rejoindre ce qui a été dit ici, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des éléments délégués, quelque chose qui serait délégué dès le départ, des éléments comme la vérification de l'information, si on n'est pas soi-même capable de voir qu'est-ce que c'est qu'une information vérifiée, c'est quelque chose qui serait extrêmement dangereux ou une trop grande aide à la compréhension d'un sujet sur lequel on est en train de travailler. Parce qu'aussi, là, on serait vraiment sur des compétences qui sont complètement fondamentales, quoi. Mais il faut bien se dire aussi qu'à contrario, si jamais on parle d'enquête journalistique, aujourd'hui, faire de l'enquête journalistique avec de l'IA, c'est évidemment extrêmement intéressant parce que si on fait un prompt qui va aller analyser tous les documents déposés sur Papers et qu'avec ça, on va faire un super article de journalisme économique qu'on n'aurait jamais pu faire autrement, on sait bien que ça, c'est quelque chose qu'il faut voir, quoi. Donc, c'est toute la subtilité et c'est pour ça que la réflexion sur les compétences auxquelles on en parlera sur les concours, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui doit nous projeter. La compétence des langues étrangères qu'on évoque tout à l'heure, est-ce que c'est important de maîtriser
maîtriser une langue étrangère aujourd'hui. Alors si on se dit sur le plan technique, probablement non, puisque aujourd'hui nos petits écouteurs d'iPhone vont pouvoir nous faire de la traduction en temps réel, etc., etc. Mais sur la construction de notre structure cognitive et cérébrale, c'est peut-être important d'apprendre une langue étrangère. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, quoi. Vraiment la difficulté, c'est la dimension de l'effort, hein. C'est-à-dire de bien dire que apprendre, c'est difficile, et donc c'est aussi se confronter à un effort. Et que ce transfert-là de la responsabilité vers les étudiants, il va être encore plus fort qu'avant, quoi. Parce que le fait de ne pas surutiliser des IA et se confronter à une difficulté, alors que ça serait si simple de ressortir une brève, retravailler comme ça, etc., etc., c'est quand même un enjeu pour eux et c'est quand même un enjeu pour nous aussi d'être clair, comme vous le dites, dans le dialogue et la transparence avec eux, parce que là, il y a quand même des risques qui me semblent importants. Pierre ? Oui, juste sur la notion d'effort. Parfois, il y a des choses, des épreuves qu'on impose à nos étudiants, il me semble, qui sont peut-être trop difficiles et qui les submergent. Et du coup, ils ont une mauvaise note. Hein, on passe vite à autre chose. Mais je ne sais pas si on a toujours bien, en tant qu'enseignant, paramétré le niveau de difficulté des évaluations qu'on leur demandait. Et donc, si c'est toujours source de gratification d'avoir bien travaillé sur un truc qu'on n'a pas bien réussi à faire parce que c'était très difficile. Donc, mais par contre, oui, quand on a le bon niveau de difficulté et qu'on a vaincu le boss du cours de philo, là, on est content. Donc, mais parce que le devoir a été bien, j'utilise le mot paramétré comme une notion informatique, mais a été bien pensé avec les bons, comme un escape game, avec les bons indices, les bonnes sources, et puis qu'après il faut travailler. Et bien etc. calibré par rapport à l'enseignement. Exactement. Parce que c'est un principe un peu qui est parfois oublié, mais que les critères d'évaluation devraient correspondre aux compétences développées dans le cours en question. Exactement. Et ensuite, quand on parle avec les étudiants sur leur usage de l'IA, ils prennent. Alors, à moins que le prof ait fait un très mauvais travail, ils ne peuvent pas copier la question et obtenir une réponse qui aurait 18. Si c'est ça, c'est que le prof s'est vraiment trompé dans la manière de, entre guillemets, concevoir son examen. Par contre, ce qui se passe beaucoup, c'est des étudiants qui, face à un devoir à faire, je ne sais pas, expliquez-moi la crise actuelle au Moyen-Orient, va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à discuter avec une IA générative pour borner le sujet, trouver des sources, identifier des vidéos qu'il faut aller regarder, les regarder lui-même, identifier un article intéressant en anglais, se le faire traduire, retourner, écrire et synthétiser, voir un premier plan produit par l'IA, le retravailler, demander un angle un peu plus original au début, mettre un peu du sien. Et c'est ça, en fait, le travail souvent avec l'IA. C'est quelque chose où c'est pas la question, la réponse, c'est, me disaient des étudiants, c'est 8, 9, 10 écrans à scroller. Si vous remontiez ma conversation pour faire ce devoir, j'ai fait 8, 9, 10, 12 écrans de moi, ce que j'ai écrit, ce que lui m'a répondu, je lui ai mis le document, j'ai eu l'analyse, etc. Et donc, et là-dedans, à la fin, il y a une satisfaction, parfois, d'avoir réussi à faire un bon devoir avec l'IA. Et du coup, ce qui pose un autre sujet que je pose là, c'est qu'après, les étudiants, parfois, ils arrivent en partiel, et en partiel, il n'y a pas l'IA, et ils se disent, mais en fait, je suis nul. Alors qu'en fait, avec l'IA, c'est pas l'IA qui fait tout le boulot, et on fait tous les deux un truc super. Et par contre, sans IA, pareil, peut-être avec un paramétrage, là pour le coup, du devoir sur table qui est un peu à l'ancienne, etc., et ben, ils ne se retrouvent pas. C'est source finalement, pour nous, de risque aussi, du côté des étudiants, de voir monter de l'anxiété, un sentiment de disqualification, etc. Donc c'est profond. J'enchaîne sur effectivement les modalités d'évaluation. Est-ce que, à vos yeux, il y a des modalités d'évaluation qui paraissent complètement dépassées ? On a pas mal discuté du fait que faire des exposés aujourd'hui, qu'est-ce qu'on évalue exactement, on ne sait pas encore. Enfin, on ne sait plus en fait. Est-ce qu'il faudrait venir à des évaluations en présentiel ? Est-ce que faire des travaux qui demandent une planification d'objectifs que les IA peuvent faire très bien, c'est quelque chose de dépassé ? Peut-être Lorraine,
vous avez des Sur la- témoignages. Oui, un témoignage plutôt sur la planification d'objectifs. Parfois, on n'a pas suffisamment de temps dans les modules de journalisme pour aller parfois au bout de la mission qu'on leur confie. Donc, on a une petite tendance parfois à évaluer un calendrier prévisionnel ou une mission à conduire, un dossier par exemple de production à évaluer. Alors, on n'a pas la matière finale, mais on s'est rendu compte avec donc une de nos intervenantes que la veille de l'examen, il n'avait absolument rien produit. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez, Pierre, sur la question de l'effort. Il faut aussi penser en termes de formation. Moi, je trouve qu'à titre personnel, qu'il y a beaucoup plus d'usage, c'est intuitif, du côté des apprentis que du côté des M2 en voie classique, parce que souvent, ils sont extrêmement dans le rush de leur expérience en rédaction dans la semaine, et que le vendredi, on retourne à l'école, il y a le travail, et donc la nuit qui précède, généralement, on a un gros usage de ChatGPT. Et pour revenir sur ce dossier de production, la veille, l'intervenante était un peu étonnée de n'avoir toujours aucun premier rendu, premier jet, et c'était absolument impeccable le lendemain. En plus, il et elle ont un certain bagou, donc ils ont bien présenté à l'oral. Et donc, vu qu'on a établi un cadre de transparence, je me suis permis, après l'évaluation, de leur demander s'ils avaient utilisé les IA. À 100% oui, et quasiment intégralement pour rédiger le dossier de production. Voilà, donc ça pose de vraies questions quand même dans l'évaluation et dans ce qu'on leur demande de faire. Donc là, on s'est dit avec Estelle que ce ne serait plus comme ça qu'on procéderait, qu'on irait davantage sur des rendus intermédiaires, évalués au fur et à mesure, des rendus aussi, des évaluations dialogiques en échange, de l'observation continue, groupe par groupe, élève par élève quand c'est du cas par cas, et puis d'aller sur des situations d'improvisation aussi, beaucoup. Et puis de redonner énormément de place, on en parlait un petit peu, Valentina, quand on préparait cette table ronde, de redonner de l'importance tout simplement à la description minutieuse des terrains, par exemple, Pascal, vous parliez des enquêtes aussi en ligne, de leur donner les moyens d'aller dans des communautés, de travailler sur du temps long, même si nos formations parfois nous imposent de noter, d'évaluer assez rapidement, de permettre des évaluations sur plusieurs mois qui donnent lieu à des immersions en terrain, que ce soit en ligne ou hors ligne. Et là-dessus, alors bien sûr, ChatGPT, modèles de langage peuvent inventer, mais au jour d'aujourd'hui, c'est difficile quand même, pour avoir fait l'expérience, on n'est pas sur de l'enquête ethnographique. Donc ça va être compliqué pour une IA de faire le travail d'enquête à la place et de restituer vraiment des détails minutieux d'observation, des cultures vraiment de groupe. Voilà. Effectivement, toutes les intelligences artificielles font très bien le travail d'analyse, mais pour ce qui est d'écrire un terrain, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de robot qui serait en contact avec un terrain réel. Donc, et ce sera très générique. Voilà, donc pourra peut-être que ça peut réhabiliter mais... quelque chose de l'ordre de la description et de la compréhension des situations sur l'analyse, en fait, qui va devenir une tâche peut-être plus facilement délégable. Complètement, et du coup de donner vraiment la place au processus d'enquête lui-même dans l'évaluation. Quelles ont été les limites, les obstacles, et presque le parler au jeu, le retour au jeu dans cette tradition immersive de journalisme presque ethnographique. Pascal, vous voulez rebondir là-dessus ? Oui, non, c'est sûr, c'est très intéressant. Comme le dit Pierre, ça pose pour beaucoup d'enseignants, ça pose la réévaluation de leur modalité d'évaluation. Parce qu'évidemment, à l'heure des IA, ce qu'on pourrait appeler le travail à la maison, c'est un problème. Parce qu'évidemment, le travail non supervisé, c'est quand même, c'est quand même un problème. Des travaux autour des langues basés sur de la traduction, des choses comme ça, tout ça, je pense que c'est... Il y a la question des mémoires qui est posée aussi, qui est quand même une vraie question. Hein. Et ça pose la question des transparences des IA. Quoi. Je reviendrai sur les partiels, parce que les partiels, ils ne ratent pas tous les partiels en réalité. Je pense que ça nous montre en réalité quelque chose qui était sans doute caché, même dans nos modalités d'évaluation un peu précédentes. Hein. C'est que nous, on est revenu sur certaines épreuves, papier-crayon, toutes sortes d'épreuves d'ailleurs pour les étudiants. Et on a constaté en faisant quelque chose comme ça, que des cours où autrefois on avait des notes qui étaient établies entre, disons, de 10, 12, 12, 16, entre 12 et 16, se sont retrouvés à être entre 4 et 17. Donc, les fameux étudiants qui, soi-disant, auraient utilisé les IA pour mettre leur chemin jusqu'à nous, ils ont... Notre hypothèse aujourd'hui, c'est qu'il y a des étudiants qui ont été bien malins toute leur scolarité pour savoir où il fallait investir, à quel moment, et que finalement, arriver progressivement à l'université, faire un peu du pick and choose des enseignements qui leur semblaient intéressants. Quoi. Le truc est malheureusement, hélas, on pourrait vous dire avant,
quels sont les étudiants qui vont être dans la cohorte des 4-6 et ceux qui vont être dans les 15-17. Mais ça nous pose quand même une question sur l'avenir du métier, parce qu'on est un métier qui est difficile, on est sur des compétences qui vont évoluer. Et donc ça va vraiment poser la question de mais c'est quoi les compétences dont on va avoir besoin demain. Et c'est aussi un choc en retour quand même hein, pour les étudiants. On a fait ça sur un cours de justice-police. J'ai dit à mes profs, mais c'est sympa de faire l'article, le retour, etc. Mais faites juste une petite évaluation type QCM et questions ouvertes. C'est quoi la différence entre le siège, le parquet, etc. Ou à l'issue de mon cours, qu'est-ce que c'est les principes fondamentaux de l'exercice du métier de journaliste dans ce secteur-là, quoi. Et quand ils ont ce retour-là, c'est un retour qui est parfois un peu brutal, y compris pour l'enseignant, parce qu'on voit que dans la transmission des tas de choses dont on pensait qu'elles ont été transmises, n'ont pas été transmises aussi, quoi. Donc il y a un peu un effet de miroir quand même sur cette dimension-là, et on découvre des choses sur notre propre pédagogie parce qu'on est obligé de reprendre et de remettre à plat un peu nos modalités d'évaluation. Donc ça veut dire qu'il faut être aussi, et c'est très important, que les équipes pédagogiques, elles sont à rude épreuve en ce moment aussi, sur un peu la remise en cause de leurs pratiques. Oui, d'acquis. Et bien sûr, et puis c'est vrai que nous, on l'a dit, on fait appel à beaucoup de vacataires, et donc l'évaluation, toujours, c'est un truc compliqué pour les vacataires, etc. etc. Donc voilà, enfin, ça bouge énormément, je trouve, en ce moment, et c'est sans doute positif, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est-à-dire que dès qu'on parle des IA, on dit aujourd'hui, elles ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas faire ça, quoi. Et puis après, quelques mois, on se dit, mais c'est incroyable par rapport à ce qui se passait il y a quelques mois auparavant, quoi. Et justement, pour faire la transition, est-ce que, voilà, on sait qu'il y a des formations qui sont allées très très loin dans l'intégration de l'intelligence artificielle, par exemple en informatique. Aujourd'hui, il y a certains masters, peut-être pas en France, mais qui ont vraiment intégré l'idée que les étudiants ne sont plus là pour apprendre à coder, mais sont là pour superviser les résultats de l'IA, parce que l'IA fait une partie, en tout cas une base du travail de codage. Est-ce que selon vous, sans aller jusque-là, il faut apprendre aux étudiants finalement aussi à faire avec les IA ? Comment on apprend aux étudiants à superviser le travail des IA, dans quelles tâches et jusqu'à quel point Pierre, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, plusieurs choses. Donc on a des formations en informatique à l'Université Paris-Dauphine. Il y a depuis très longtemps, le partiel d'informatique, c'est d'écrire du code avec papier stylo, quoi. Parce que justement, on ne veut pas qu'ils trichent. Puis maintenant, depuis très longtemps, il y a des outils de complétion du code, etc. Donc cette idée de la triche avec l'informatique, ou en tout cas de vouloir mesurer les compétences, l'acquisition de connaissances ou de compétences en vase clos dans une salle hermétique, c'est une vieille question. Et je pense qu'on va continuer. Et que ça montre... ça fait partie parfois ces modalités un peu en chambre stérile, là, pour filer mon analogie. Ça fait plaisir aux étudiants, en fait. Ils se disent waouh, c'est sérieux là, il faut qu'on pose notre sac, personne ne pourra tricher. Alors moi non plus malheureusement, mais les autres non plus. Ils sont pas très contents hein, de choses où en fait tout le monde peut plus ou moins avoir 13 sans rien faire. Il n'y a pas une grosse différence entre ceux qui sont bons et ceux qui sont pas bons. Ça crée pas beaucoup de joie hein, dans les étudiants et de sentiment que justement l'effort est récompensé, quoi. Donc la difficulté, c'est pas bien, c'est pas de massacrer les étudiants pour le plaisir comme on a pu le faire à d'autres moments, hein, mais l'idée de mettre bien des choses discriminantes, ça me semble important. Faire avec de l'IA, je pense que c'est pas en informatique qu'il faut le faire le plus, mais je pense qu'en effet, montrer les usages, mais alors c'est en tension avec ce que tu disais sur ne pas encourager. On pourrait imaginer que justement on veut encourager les bons usages, en tout cas on veut bien les expliquer en disant voilà, je sais pas, si vous avez un trouble 10 pour rédiger, voilà plein de manières de développer un style personnel tout en utilisant plutôt de l'IA pour rédiger. Ça pourrait être fait, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les étudiants, ils utilisent beaucoup des IA génératives type ChatGPT, qui sont quand même des espèces d'énormes boîtes noires, c'est-à-dire que c'est une fenêtre de chat dans laquelle on glisse aléatoirement un MP3, un PDF, un document, un Excel, du code, et ça nous génère une chanson de rap, une cartographie, une image, etc. Et du coup,
il y a un côté, une croyance que c'est un peu magique, ce truc-là. Et moi, ce que je commence à dire que je veux développer pour l'année prochaine, donc je vous fais pas un retour d'expérience, je vous fais un vœu pieux de prospective, c'est plutôt leur apprendre à utiliser les différentes familles d'outils. C'est-à-dire qu'OpenAI, il y a une IA qui fait de la reconnaissance de caractères, il y a de l'IA qui fait de la reconnaissance d'images, il y a des générateurs, etc. Et de leur faire paramétrer un peu leurs usages avec leurs prompts. Et en fait, dès lors qu'on commence à décomposer ce truc-là, ça nous apparaît beaucoup plus clairement en fait comment ça marche. En plus, ça coûte beaucoup moins cher. Moi, je fais ça depuis quelques temps. J'arrive très difficilement à consommer plus de $1 par mois de tokens d'OpenAI en utilisant juste ces outils de génération de texte. On se rend compte qu'on n'a pas besoin des modèles les plus gourmands. Et donc, voilà, on commence à faire avec de l'IA et adapter à notre besoin. Et du coup, là, ça devient vraiment intéressant. Pascal, est-ce que vous voulez réagir ou Lorraine? Comment faire avec l'IA et comment peut-être effectivement encourager des usages qui seraient professionnellement intéressants Oui, et quand je disais tout à l'heure, ne pas nécessairement encourager, en fait, ce serait plutôt respecter là où ils veulent aller ou ne pas aller, ce qu'ils veulent utiliser ou pas, ou alors si vraiment il y a un refus de principe. Alors moi, j'ai eu une étudiante dans ce cas-là parmi 4 classes cette année où il y avait un refus de principe. Et en fait, il faut être un petit peu honnête sur notre posture, notre rôle. C'est-à-dire que c'était la seule étudiante qui voulait pas, en septembre dernier, les utiliser, qui avait une position de principe, et aujourd'hui, elle les utilise quotidiennement. Donc je vois bien quand même que le cours, même si il est pas incitatif en réalité, plus que de donner des compétences, je dirais qu'il y a quand même, on encourage à nourrir une curiosité vis-à-vis de ces outils. C'est important pour les futurs journalistes qu'ils sont, parce qu'il n'y a pas seulement mieux les comprendre, ces outils, mieux les utiliser, parfois les critiquer, il y a aussi leur apprendre, et ça c'est quelque chose que parfois on n'en parle pas suffisamment, apprendre à en parler, apprendre à les traiter, à les couvrir d'un point de vue journalistique. Et ça nécessite d'avoir une forte culture en fait sur ces sujets. Et notamment sur la question de la confidentialité des sources. Ça, c'est autant ils sont tout à fait à l'aise avec les lignes rouges, pas de fabrique de citation évidemment, les faits, la vérification, tout ça c'est très bien intégré. Par contre, sur la question de est-ce que je livre des sources, est-ce que je respecte l'anonymat ou pas, est-ce que je donne mes données comme ça, est-ce que je les livre, je mets des corpus entiers dans les outils sans questionner, ça, c'est des choses où au début de l'année, ils découvrent un monde sur ces questions éthiques. Et donc, comment faire avec l'IA? Alors nous, on bricole, hein, mais on essaie de construire des cours avec une partie théorique donc et une partie plus critique et en même temps pratique, je dirais les deux à la fois, où on met en confrontation, en relation, en dialogue, un groupe qui travaille avec IA, un autre sans IA, et cela à différentes étapes du processus de production de l'information. Donc on tente ça sur des revues de presse, sur des synthèses par exemple de l'INSEE avec des documents un peu consistants, techniques. On fait des articles de vulgarisation, on a été jusqu'à faire un reportage full IA, et même des enquêtes avec, sans IA. On a travaillé notamment un peu sur les Epstein Files, enfin ce genre de choses. Et donc on met ça marche bien. Il y a vraiment ils sont assez stimulés par ce type d'exercice, et ce qui fonctionne surtout, plus encore que le résultat, c'est vraiment la mise en dialogue entre les groupes ensuite. Et puis après, on essaie d'évaluer, alors non pas sur les rendus, d'ailleurs ça me gêne de devoir mettre des notes sur ce genre de travail, parce que c'est une mise en apprentissage de la réflexivité, mais on juge plutôt le travail là de supervision de l'IA. Pierre, tu parlais des journaux de prompt, quelque part. Ils sont censés nous restituer tout ce qu'ils ont fait comme travail avec les IA, et je te rejoins tout à fait. On travaille beaucoup à les mettre en comparaison aussi, les différentes familles d'IA, voir ce qui a réussi, voir ce qui fonctionne moins, et en sachant que ça, c'est toujours en évolution constante. C'est-à-dire que ce qu'ils apprennent dans mes cours, ce ne sera pas vrai dans 3 mois. Je vois Domiti qui est dans la salle, qui fait partie des M2 classiques. On s'était dit, Domiti, que Pangram, c'était un bon outil pour détecter les fake news il y a quelques mois, et ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc, et là, j'ai réalisé ça en travaillant avec une autre classe récemment. Donc, il y a aussi cette idée d'une forme d'apprentissage dans l'instantané. C'est ça. Et on ne juge pas des compétences. On juge vraiment une habitude, un geste, et je dirais une construction de critères d'adoption critique vis-à-vis de ces outils. Pascal, je crois que vous avez aussi un cours Produire avec l'IA qui consiste justement à utiliser l'IA à chaque étape du Oui, effectivement. Mais ce cours à Produire avec l'IA intègre aussi une dimension produire sur l'IA, c'est-à-dire sur une analyse critique de l'usage de l'IA. C'est un cours qui va mélanger sur les 2 semestres ces deux approches, quoi.
pour nous, la dimension expérimentale, elle est absolument fondamentale. C'est-à-dire aucun étudiant va quitter sa formation avant d'avoir poussé extrêmement loin ces outils d'intelligence artificielle pour se confronter à ses capacités. Les IA génératives, les traductions instantanées, les usages vidéo un peu extrêmes, les avatars, etc., etc. Parce qu'à la fois, il faut qu'il y ait une approche critique. Cette année, un étudiant a organisé une table ronde en janvier qu'il a intitulée l'IA est-elle une menace pour le journalisme? Donc il faut qu'il y ait une approche critique, mais il faut que cette approche critique elle soit aussi confrontée à des expérimentations, des usages, franchir dans une espèce de bac à sable des lignes déontologiques pour voir jusqu'où on peut aller ces outils. Parce qu'aussi, cette appropriation-là permet, dans un travail qui va devenir de plus en plus important, la vérification, la certification de l'information, va aussi permettre à tout à chacun de voir jusqu'où ces outils peuvent produire des contenus qui semblent aussi proches de la réalité. Et donc, on a vraiment un travail de fin d'études sur l'IA. Ça va être la quatrième année, et parce que c'est vraiment la dimension sur laquelle on travaille. C'est un tel bouleversement aujourd'hui que ça nous paraît vraiment, notamment pour les plus, réticents aux outils qui sont. Mais on sait qu'on va être dans un monde extrêmement compétitif, donc on peut dire tout ce qu'on veut sur l'imitation de ceci, cela, etc., etc. On voit ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, officiellement ou clandestinement. On voit même des questions qui sont posées à la commission paritaire. Est-ce qu'on peut reconnaître des médias qui sont uniquement générés par l'IA? Tout va quand même super vite. Et donc, c'est ça aussi notre responsabilité, aller un peu à la croisée des chemins là-dessus. Ça va être quoi le métier demain? C'est très difficile de le dire. Si ce n'est que ce qu'on dit ici, l'enquête, le terrain, c'est sûr que ça va rester demain, quoi. De manière provocatrice, je pourrais dire que si ton métier de journaliste, c'est derrière un ordinateur toute la journée, bientôt, tu n'auras plus de métier, parce que de toute façon, c'est des tâches qui pourront être remplacées. Mais qu'en revanche, les IA, ce n'est pas demain qu'elles vont aller voir une source, trouver un bon sujet, trouver l'air du temps, convaincre une source qui n'a pas envie de parler, etc. Mais ça veut dire que si dans vos compétences personnelles, ce truc-là, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il faut faire très attention au métier où on va s'engager. Parce que ça veut dire quand même que ce terrain, etc., ces sources-là, ce qui est une valeur ajoutée absolument incroyable en réalité, parce que c'est ça qu'on va attendre, c'est pas qu'on nous génère des textes comme ça. Et donc, est-ce que du coup, ça change le profil des étudiants, en tout cas recherchés ou qui sont plus à même d'intégrer des écoles de journalisme? Ça va nous obliger un peu à avoir, en tout cas, nous, une réflexion sur ce sujet, sur ces compétences. Nous, c'est quelque chose qu'on a commencé en équipe. En fait, on a fait un petit exercice et on s'est mis à réfléchir en équipe, c'est-à-dire, en fait, nous, on est cinq enseignants permanents, donc on s'est mis tous les 5 dans une salle et puis on n'a pas pris des post-it, mais on a posé une question, on a demandé, ça serait quoi les 3 compétences qui nous paraîtraient moins importantes demain et les 5 compétences qui nous paraîtraient les plus importantes demain. Enfin, c'était 3 et 3, mais on est monté à 5. Et donc chacun, on a fait ça dans le secret de notre truc. Et alors la première, ça nous a fait mal, mais les 5, de générations différentes, tous, la première compétence qu'on a tous écrit, c'est capacité rédactionnelle, savoir rédiger, qualité de l'écriture, qualité d'écriture et orthographe. On a tous considéré que ce truc-là, demain, ça serait moins important que c'était aujourd'hui. En deuxième, on a dit, alors on était un peu répartis, mais grosso modo, c'était sur la maîtrise de certains logiciels. On n'était pas très clair là-dessus. Et sur le troisième point, c'était les langues étrangères. C'était ces 3 points-là. Mais alors au début, on se dit, mais c'est super choquant, un truc qu'on a toujours voulu avoir, l'orthographe, etc., etc. Et là, on est 5, on fait un exercice en aveugle et on dit tous la même chose. Donc ça veut quand même nous poser une question. Puis après, j'ai réfléchi, je me dis, mais moi, si tu me donnes, dans ma rédac de demain, j'ai un petit nombre de journalistes, j'ai 7 journalistes, et j'ai le choix d'avoir 7 journalistes, mais les gars, c'est des cadors en orthographe, en maîtrise de la langue française, etc., mais ils ne veulent pas sortir. Ou alors j'en ai 7, mais ils sont super bons sur le terrain, mais c'est pas tip-top sur le truc, il va falloir les aider un peu pour refaire la rédaction, quoi. Bon, voilà, je laisse ça. Et si on réfléchit à ce qu'est le métier de journaliste, notre fameuse convention collective nationale des journalistes et les différentes classifications, on peut se rappeler qu'à une époque très lointaine pour les plus jeunes de nos étudiants, mais
il y avait bien des gens qui étaient sur le terrain et d'autres personnes dans les rédacs qui étaient chargées de reprendre les textes, les reporters, les rédacteurs, etc. On a une trace de quelque chose comme ça dans notre histoire même de notre métier. Donc, c'est des bouleversements très forts. Et c'est vrai que quand on a fait cet exercice qui s'est trouvé face à nous, ça nous a quand même vraiment un peu interloqués de voir qu'on avait tous, les 5, émis exactement la même chose. Pierre, Lorraine, vous voulez réagir par rapport à ça, peut-être avant de laisser un peu la place à la discussion? Non, je rejoins complètement ce que tu disais, Pascal. Pour revenir sur la question de l'orthographe, bon, là, je dévie un tout petit peu du coup sur le concours. Nous, on a essayé d'intégrer une question au concours qui est pratiqué en ligne actuellement. Et donc, on leur a demandé s'ils utilisaient les IA génératives. Donc là, j'ai à peu près fini mes copies. Et donc, la plus grande majorité disent non. Voilà, très formellement. Et cela pour tous les exercices. Non, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de oui, avec une forme de transparence. Voilà. J'étais un peu surprise. Ensuite, on a... Peut-être, Lorraine, il faudrait préciser que vous avez laissé la possibilité aux étudiants de l'utiliser, très juste, mais Valentina, tout en étant transparent sur les moments où ils l'ont utilisé. Oui, tout à fait. Oui, on a laissé la possibilité. Bon, en même temps, la possibilité est de fait dans les actes posés avec ce concours en ligne qui, en plus, s'étend sur une journée. On a vu qu'on avait des connexions de plusieurs, pour le même candidat ou candidate, de plusieurs portables ou ordinateurs, enfin, ce qui pose vraiment la question du concours à distanciel sur laquelle on est en train de travailler activement dans l'équipe et on milite quand même pour un retour à des épreuves peut-être plus courtes, mais sur table. Voilà, donc ça, on va en parler. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Pascal, les seuls usages qui ont été mis noir sur blanc, et c'est quoi? C'est moins de 10% des cas des étudiants qui ont passé le concours cette année chez nous, c'est orthographe et syntaxe. Voilà. On a 3 étudiants qui ont dit aide-moi légèrement à reformuler si tu trouves que... Mais sans corriger vraiment mon propos. Je tiens à ce que mon propos reste authentique, etc. Voilà. Et on a une seule personne qui a documenté de façon, qui a fait un vrai journal de prompt et qui s'est aidé de A à Z et qui a rendu d'ailleurs un travail assez remarquable. Et c'était... Comment ? Et pour l'instant, elle a une bonne note, parce qu'il y a quelque chose d'assez réflexif dans la façon d'utiliser l'outil. Voilà, et c'est relativement intéressant. Et une prime à la transparence. Une prime à la transparence, très clairement. Disons que la colonne « Avez-vous utilisé l'IA » est plus longue que le texte rendu. Donc il y a une véritable transparence. Voilà, mais sinon, pour revenir sur le profil, du coup, ce serait vraiment l'oral. L'importance de l'oral, elle est fondamentale. La réponse dans l'immédiateté, la curiosité, dans l'échange, je dirais le sens de la question juste. C'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de copies assez homogènes dans le concours, où on a des formules un peu lisses. Il y a moins je dirais, une ADN, une patte. Tout est assez relativement bien écrit. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est quand la personne retourne la question, quand il y a une volonté de justifier chaque fois ce qu'on fait, chaque choix de réponse, je dirais une intelligibilité dans le propos, un sens critique. C'est ça qu'on va juger, j'ai l'impression, aujourd'hui pour le candidat ou la candidate idéale. Pierre ? On n'a pas du tout changé nos profils de recrutement. Pour l'instant, on subit toujours à l'université les évolutions régulières des modalités d'algorithme de Parcoursup et de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire à l'université Paris-Dauphine. C'est un vieux sujet chez nous, lié à notre culture. C'est beaucoup piloté par nos excellents amis informaticiens et voilà, on fait évoluer les pratiques petit à petit. Mais je pense que moi, je repars sur l'idée pour conclure de mon côté, de ce contrat à tracer avec les étudiants. Je pense que ça ne marchera pas. C'est une mauvaise approche d'être dans l'approche gendarme et voleur. Je voulais aussi dire que moi, j'ai passé ma scolarité à tricher. Je veux dire, à aller chercher le bon exposé d'il y a 2 ans, mais en fait, il faut le changer, etc. De prendre des notices encyclopédie universalis et puis de les reformuler pour pas que ce soit la même chose. Cette ruse, cette débrouillardise, je veux dire, ça fait partie de compétences professionnelles qui, je pense, font mes qualités au quotidien maintenant en tant que professionnel, quoi. Voilà. Pas juste d'avoir absolument toujours suivi les choses. Donc, et le problème de l'IA, c'est que justement, elle peut gommer complètement ça. Parce qu'au fait,
tricher, les trésors d'ingéniosité qu'on a déployés, je dis tricher, c'est un mot un peu large, hein, moi je prenais pas d'anti-sèche en partiel, mais voilà, trouver des manières d'atteindre les objectifs fixés par les enseignants avec tout moyen disponible, ça a développé sûrement des compétences d'adaptation, etc. chez moi. Et aujourd'hui, les étudiants pourraient facilement s'en passer parce qu'il n'y a plus besoin de cette débrouillardise. On peut très rapidement poser la question et avoir une réponse. Moi, du coup, le contrat, pour revenir là-dessus, c'est ce que je dis aux étudiants qui se destinent au métier du conseil, de travailler dans un cabinet d'avocats, dans une grande firme juridique, etc., c'est les modalités de recrutement aussi, elles vont se durcir. Donc, c'est pas parce que vous serez passé... Alors, si nous, on n'a pas fait bien notre boulot et on essaie d'y travailler, vous allez passer entre les gouttes chez nous. Mais vous inquiétez pas. S'ils se rendent compte rapidement que les M2 de Dauphine, en fait, savent rien faire, ils vous recruteront pas. Et ils feront des concours d'entrée pour rentrer chez Latham et Watkins qui seront hyper élaborés, et ça vous aura bien servi d'avoir 18 sur 20 en droit privé en M2 pour avoir... on vous donnera pas comme ça... Donc c'est notre boulot à nous de sauver la réputation de notre établissement et de garder l'idée qu'on crée des parcours d'embûches dans nos formations, et que donc ceux qui sont arrivés au bout, c'est des bons, on peut les employer. Donc ça, c'est un vrai boulot. Et du coup, c'est un vrai travail pour nous. C'est assez impopulaire parce que les enseignants viennent me voir en me disant « Alors, quand est-ce qu'on a une charte qui dit ce qui est interdit à l'université, etc. » Et comme si ça allait nous aider à quoi que ce soit, ce truc-là. Sachant qu'en plus, c'est complètement... Quand même, moi, c'est mon principe. Hein, le postulat, c'est indétectable. Et ça restera indétectable. Donc, et ça ne va pas s'arranger parce que maintenant, les IA, il y en a dans tous les sens. Il y a des modèles open source, il y a des modèles locaux, il y a des modèles chinois, il y a des modèles... voilà. Donc... c'est pas la peine d'être dans cette course-là. Donc voilà. Et ça sera un boulot pour nous. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur... faut évaluer le process. Moi, ça fait 2 ans que j'évalue des mémoires qui sont rédigées par Sam Altman, le président d'OpenAI. C'est génial, hein, c'est vachement bien, c'est super propre. J'ai fait des soutenances parfois en visio et le prof, il parle comme un prof de Cambridge, quoi. Parce que tout est écrit, en fait, etc. Et donc, je suis là, ok, c'est mon boulot de trouver des manières de faire dérailler ce truc-là. Et donc, c'est mon problème, en fait. C'est pas le problème de l'étudiant. L'étudiant, effectivement, il utilise les artifices à sa disposition. Et donc, mauvaise nouvelle, ça va demander plus de boulot. Parce que moi, je prenais le mémoire, je le lisais en 1 heure, je faisais 20 minutes de soutenance j'écoutais 20 minutes de soutenance et 20 minutes de questions avec un collègue. C'était pas cher payé en fait pour traiter un document de 150 pages et pour mettre une note finale à un étudiant. Aujourd'hui, il va falloir faire x4, je pense. Il faudrait que j'évalue la revue de littérature en 1/4 d'heure à un moment intermédiaire et que je la lise vraiment dans le détail, que je trouve des failles, que j'évalue la méthodo, 15 minutes, et limite le livrable final, je l'évaluerai, mais pour 10% de la note, voilà. Et donc plus de boulot. Et tant mieux, on a économisé du temps peut-être ces dernières années, mais là c'est plus possible, ça devient plus important de faire ce travail-là. Il faut y remettre le temps nécessaire, parce que sinon c'est vide de sens. Et la dernière chose que je voulais dire, les étudiants m'ont déjà dit, c'est remonté plusieurs fois, quand l'évaluation me semble servir à rien, mais j'utilise l'IA direct, 100%. Biographie de Voltaire, machin, je vois pas le sens du truc. Je veux dire, la biographie de Voltaire, elle est sur le Wikipédia. Enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par contre, quand je sens que ce qu'on me demande, c'est une mise en situation professionnelle qui serait utile plus tard, dont je pourrais avoir besoin pour travailler sans IA, là, je mets l'IA de côté, quoi. Et je vous laisse avec mon dernier message, c'est que pour moi, il y a 2 risques. C'est l'IA, c'est de ne pas savoir s'en servir. Et l'autre risque, c'est de ne pas savoir s'en passer. Et ça remonte très souvent. D'avoir des sentiments de dépendance de l'IA. Et donc, il faut qu'on travaille les deux. Savoir travailler bien avec l'IA et apprendre à travailler sans IA avec tout ce que l'IA a pu, tout ce que ce travail avec une IA générative, un coach personnel, en fait, a pu nous apporter. Merci beaucoup à tous les 3, vraiment, pour vos propos et témoignages. Alors, je commence à faire passer peut-être le micro s'il y a des questions. Oui. Bonjour, Olivia Balin, l'école de journalisme de Lille. Un de mes collègues de l'université de Lille, professeur en sciences de l'éducation, disait à peu près
quelque chose que vous disiez, Pierre, c'est-à-dire qu'ils avaient changé leur mode d'évaluation des projets de fin d'année. Et alors, il était hyper inventif et hyper enthousiaste, d'autant qu'ils se sont lancés avant le lancement de ChatGPT, dans l'évaluation des différentes étapes du travail. Et donc, en fait, c'est plus un mémoire qu'ils évaluent, c'est tout au long de l'année un processus de production de savoir. Je ne sais pas si vous en avez discuté avec vos collègues de sciences de l'éducation, mais en fait, il y a pas mal de choses à aller voir chez eux. C'est normal, hein, c'est leur sciences de l'éducation, c'est un métier aussi. Donc, c'est juste une petite, à la fois une question et une petite recommandation de vous tourner dans vos universités vers les spécialistes de sciences de l'éducation. Mais je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, Pierre. Malheureusement, on n'a pas de laboratoire en sciences de l'éducation à Dauphine. C'est un voilà. Bonjour, Cédric Payenne du QH. J'avais une question sur les logiciels en eux-mêmes. Tu disais, Lorraine, que vous n'aviez pas d'abonnement, par exemple. Toi, tu mentionnais le fait que tu te servais d'IA plus spécialisée. Et je trouve que là-dessus, on est encore un petit peu à l'université assez démunis. Est-ce qu'il faudrait qu'on ait des abonnements? Si oui, quel type d'IA? Est-ce qu'il devrait y avoir un travail dans les universités pour en fait produire une IA qui serait mieux disante que les produits actuellement disponibles, dont on sait qu'ils ne sont pas neutres économiquement, voire idéologiquement. Voilà, cette question, en fait, sur la base de quelle IA on peut former nos étudiants à l'IA? Là, c'est un truc dont je m'occupe un peu directement. Donc, en fait, l'AMU, l'Agence de mutualisation des universités, travaille sur ces sujets-là et elle travaille avec Mistral, donc le modèle de langue né en France, on va dire. Et l'idée, c'est de permettre son déploiement sur ça a commencé, sur des infrastructures mutualisées de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça coûte très cher. C'est pas le modèle qui coûte cher, c'est ce sur quoi vous allez le faire tourner. Et donc, il y a des infrastructures qui sont en train qui sont déployées maintenant, notamment à Rennes, autour de l'alliance qui s'appelle Ilias. Et RAG-AREN, donc 2 instances. Ces gens-là discutent avec le ministère et Mistral est OK pour donner son modèle. Donner son modèle, ça veut dire j'ai entraîné mon modèle, je le garde sur mes serveurs pour les usages à 20 € par mois, mais je peux vous le donner à vous, enseignement supérieur, pour un prix, j'imagine. Et puis après, nous, on ne s'occupera pas, par contre, de le faire tourner. Ça tournera sur vos infrastructures. Et du coup, par contre, les requêtes, elles resteront sur des infrastructures de l'ESR. Donc ça, c'est en train de se déployer. Et ce que moi, je diffuse comme message, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de licence... c'est ma position aujourd'hui, j'essaie de défendre ça. On n'a pas besoin de licence individuelle de ChatGPT pour tous les enseignants-chercheurs. On a l'université ou les regroupements d'universités comme PSL ou plus largement l'ESR doivent être fournisseurs de tokens, c'est-à-dire ces petites unités de calcul qui permettent de faire de la génération d'images, de l'analyse d'images, de la génération de texte, de l'analyse de texte. Et en fait, selon les besoins qu'on a, une rédaction ou une école de journalisme pourrait dire nous, on écrit tant de papiers par mois, on a tant de réécriture par faire, ça fait à peu près tant de caractères. C'est pas si difficile de convertir ça en token sur ce genre de choses, où je traduis tant de textes par mois et ça fait tant de trucs. Après, le raisonnement, le codage, ça génère plus de tokens, etc. Mais je trouve que c'est mieux de réfléchir comme ça et de se dire la tâche dont j'ai besoin, que je voudrais pas forcément automatiser, mais dont j'ai besoin de manière régulière, combien ça coûte en fait en puissance de calcul. Et ça oblige un peu à réfléchir à autre chose que juste une boîte noire avec 20 € par mois et on en met autant, il en ressort autant qu'on veut, quoi. Oui, non, juste pour compléter, il y a quand même une urgence sur ce sujet parce que le fait qu'on laisse tout ça un peu dans le flou, ça fait qu'il y a des usages clandestins qui se développent parce que les collègues ont bien besoin de faire quelque chose. Donc voilà, et j'encourage les collègues ici à regarder l'initiative de RAG-AREN parce que toutes les personnes qui travaillent pour le ministère de l'Enseignement supérieur peuvent avoir accès déjà aujourd'hui de manière expérimentale à Mistral. Il vous suffit de chercher RAG-AREN sur Internet. Vous vous connectez avec votre identifiant et votre mot de passe de votre université et vous pouvez tester Mistral, ce qui est déjà très intéressant dans cette approche-là, justement, dans un environnement sécurisé. Mais là, il faut clairement passer à l'échelle maintenant parce que même chez nous, à Dauphine, on ne peut pas dire qu'on ait une politique très claire, cher vice-président, sur ce sujet.
Bonjour, Annette Arens, étudiante en journalisme à l'ESJ Lille. Je me demandais à quel point vous étiez en contact avec des médias sur la question de l'utilisation de l'IA, parce que du coup c'est un peu central sur à quel point ça peut être utilisé dans notre pratique journalistique au quotidien. Et on sait qu'il y a des médias enfin les journalistes l'utilisent, mais bon, c'est encore un énorme tabou. Du coup, dans même aussi votre réflexion sur comment est-ce qu'on l'utilise ou pas et comment est-ce qu'on forme les étudiants, est-ce que voilà, vous êtes en contact avec des médias ? On a des contacts très réguliers avec les médias, mais c'est un sujet très sensible à aborder également, parce que derrière, il y a la question de l'emploi en réalité. Et donc, ça veut dire que porter ces réflexions sur l'implémentation des IA, c'est faire face à des entreprises qui ont des stratégies différentes. Certains ont déjà développé des outils internes, les utilisent, font de la formation sur ces outils. Mais pour d'autres entreprises, ça les oblige à se confronter à l'évolution des compétences qui est absolument inéluctable, quoi. Donc, c'est très difficile de faire une réponse précise parce qu'il y a une variété d'usages. Et donc, on découvre parfois par les remontées que nous font nos étudiants ou apprentis de ce qui se passe dans les entreprises après des stages. Et le discours qui nous est remonté peut être aussi assez différent du discours officiel qui est tenu par les médias, quoi. Vas-y, Lorraine. Moi, j'avais deux choses à essayer de faire remonter. D'abord, première chose par rapport à ce que tu as dit, Pascal, sur la révolution apportée par l'IA aujourd'hui. Je voulais faire remarquer que dans le dictionnaire de Lucien Sfez, qui est paru dans les années 80, en 2 volumes, il y a quasiment un quart du 2e volume qui est dédié à l'IA. Donc, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on arrive à un moment où il y a une convergence en fait de la technique, des usages, mais qui s'enchasse aussi parce que on est habitué à utiliser des interfaces. Il y a quand même eu 20 ans d'Internet qui nous amène finalement à cette situation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui déboule. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi très attentif à cette question historique et pas courir après les logiciels ou les inventions qui surgissent, mais plutôt essayer d'y réfléchir comme on y fait aujourd'hui. Et deuxième chose, je voulais apporter un témoignage sur un mémoire qu'on a eu à évaluer avec une collègue en licence, un master 2. Et donc, ce mémoire a été parfait, une bibliographie parfaite avec des références de Goffman des années 70, une écriture absolument délicieuse, un peu comme tu l'as décrivé tout à l'heure, mieux qu'un prof de Harvard. Et puis, quand on est arrivé au moment de la discussion du terrain, de l'observation, de la description, eh bien là, ça a fait flop. Vraiment, c'est ce que tu disais, Lorraine. S'il n'y a pas cette capacité à s'investir dans un terrain, à l'observer, à se l'imprégner, pour le restituer, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'on a mis en place au CELSA, mais depuis des années, c'est plutôt un processus d'observation du mémoire, enfin, en tout cas de son élaboration, avec des étapes de rendu, qui nous permettent quand même de faire un différentiel entre ce qui a été produit au fur et à mesure et ce qui est livré au moment de la soutenance. Et très vraisemblablement, cette étudiante qui n'avait pas beaucoup travaillé tout pendant le processus et qui livrait un mémoire parfait, nous a semblé quand même assez suspecte, on va le dire. Bon, et on a essayé de dialoguer avec elle sur les usages qu'elle avait eus de l'IA, mais ça a été très dur de lui faire dire effectivement qu'elle avait eu cet usage. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire. Je reviens sur la question de l'étudiante parce que j'ai ce même questionnement. Je suis journaliste et enseignant. En fait, j'ai un questionnement sur le moment de transition dans lequel on est, le métier change. En fait, je me suis souvent retrouvé en tant que rédacteur en chef de l'autre côté en tant qu'enseignant dans un conflit d'évolution des phases qui est quasi... en tout cas, je n'ai pas de réponse. Donc, je pose la question. Ça, vous prenez des outils, un certain nombre d'outils dont intégrés dans l'enseignement de l'IA dans les écoles de journalisme et de journée, les outils de montage notamment, les outils de logiciels audiovisuels, télévision surtout. En fait, on a, en tout cas c'est ce que je constatais dans la plupart des chaînes de télé où je travaille, il y a une logique de corps qui fait qu'on n'utilise pas ces outils. C'est vraiment une ligne rouge. Moi j'ai eu le cas d'un étudiant qui a quasiment failli, l'entreprise a failli arrêter son stage parce qu'en salle de montage, il a utilisé un outil que les monteurs estiment eux-mêmes par corporatisme, c'est la principale menace pour notre métier de monteur. On sait aujourd'hui, à la télévision, il y a une vraie lutte. On ne touche pas à ça. On sait que dans les régies,
tout ce qui est une bonne partie de la réalisation peut être fait par l'IA. Mais l'esprit de corps des réalisations des monteurs. Et je trouve qu'il y a une question que les étudiants vivent vraiment dans cet entre-deux, où il y a une pédagogie très progressiste qui prend de l'avance, et puis en entreprise, vous y allez, vous ne pouvez pas le faire, au risque même d'être décrédibilisé ou mis en position de difficulté. Je me permets, je trouve ça très intéressant parce que j'ai beaucoup de cas comme ça qui me sont remontés, mais j'ai aussi l'inverse. J'ai aussi, parce qu'on a intégré toute une partie en cours de déontologie sur les chartes IA dans les médias. Et donc, beaucoup d'élèves prennent conscience de certaines pratiques en rédaction, surtout les apprentis, et commencent à se dire oh, mais pourquoi je fais ça ou alors, on n'a jamais questionné ça en rédaction, et se retrouvent dans une situation de tiraillement parce que justement, ils commencent à acquérir des outils critiques, une réflexivité en cours, et que leur rédaction ne leur permet pas franchement de mettre en œuvre derrière. Et je pense notamment à la question de la confidentialité des entretiens et du traitement des sources dans ces outils-là. Où ça, c'est quelque chose en tout cas, c'est revenu de façon générale dans plusieurs classes que j'ai pu avoir cette année, où c'est pas forcément questionné par les rédactions, par le rédac-chef, etc. Ne serait-ce que de poser la question à son enquêté, est-ce que vous me donnez l'autorisation, j'ai votre consentement pour faire rentrer cet entretien dans ChatGPT, par exemple. Donc, il y a les deux cas. Et ça revient à l'observation de Pascal sur la disparité vraiment des usages. Et du coup, je profite pour rebondir sur votre question. Nous, on progresse là-dessus avec les étudiants et étudiantes, c'est-à-dire qu'ils nous informent vraiment de l'évolution des usages des outils d'IA en rédaction au fur et à mesure de l'année. Et souvent, les réponses ne sont pas les mêmes en septembre qu'à la fin de l'année. Et là où ça devient intéressant, c'est quand les élèves en formation commencent à co-construire les pratiques avec les journalistes en rédaction, à partir de justement leurs propres usages et ce qu'ils construisent en cours. Donc, et parfois, il y a un tiraillement. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Valérie, en fait, on ne va plus parler de triche, puisqu'on ne dirait pas d'un élève qu'il triche quand il utilise Internet. Donc, on va plutôt sanctionner non pas la triche, mais un mauvais usage de l'IA générative. Et je rebondis sur la question du terrain qui n'arrive pas à être décrit précisément. Ce qui se retrouve aussi souvent, c'est de merveilleuses hypothèses, mais qui n'ont pas été éprouvées. Donc, à l'oral, ça passe très bien. Quand on commence à rentrer dans les questions, il n'y a pas de corrélation entre ce qui est verbalisé comme hypothèse et ce qui est prouvé en définitive par le terrain. Non, mais votre point est évidemment très intéressant. On sait bien que que ça soit des logiciels de montage ou que ce soit des logiciels de mise en page, on sait bien qu'il y a des fonctions, on pense au secrétariat de rédaction ou d'édition, qui sont bridées en réalité. Elles existent déjà dans les logiciels, mais elles ne sont pas déployées pour le moment. On va se retrouver dans une situation qui rappellera celle des années 2000 avec les ouvriers du livre, etc., etc. Et on va se retrouver face à des entreprises, je suis désolé, certaines, je vois bien les entreprises que vous évoquez, mais on ne va pas les citer ici, qui ont failli à leur responsabilité d'évolution des compétences de leurs collaborateurs par, évidemment, faillite aussi parfois du dialogue social. Donc on va arriver vraiment dans quelque chose, mais la différence, c'est que c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Ça veut dire que entre celui qui va l'utiliser et celui qui ne va pas l'utiliser, il va y avoir une différence de productivité qui va être énorme. Et puis aussi, enfin on le sait bien, nos étudiants et nos jeunes diplômés, ils ont envie, pour beaucoup d'entre eux, d'être beaucoup plus agiles, multi-supports, avoir des fonctions, etc., etc. Et donc évidemment, si on se retrouve dans un endroit où on explique que c'est pas du tout un exemple que je donne, c'est une production de l'esprit, mais imaginons une réduction où on a un étudiant qui soit parti sur le terrain tourner avec son iPhone et qui doit renvoyer ses images parce qu'il n'est pas autorisé à les monter lui-même, on va voir qu'il y a un décalage. Je sais. Voilà. Et c'est ça, et ça devient absolument aberrant, évidemment, par rapport aux capacités, parce que ça devient incompréhensible. Et donc, ça veut dire que ça va faire aussi une question d'attractivité sur les métiers. Et quelle que soit ta marque média employeur, finalement, si on ne peut pas pratiquer son métier comme on a envie de le faire, on ira le voir ailleurs parce qu'il y a encore des opportunités. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Sinon, je me permets d'enchaîner sur cette discussion. Non, juste pour apporter une voix un peu dissonante, effectivement, je vois bien ce que tu veux pointer. En même temps, je me dis que cette question de l'adoption par les médias de l'intelligence artificielle est éminemment politique. Et on voit qu'au sein du même média, il y a des dissensus entre syndicats, rédaction, chef, les petits pôles qui arrivent avec justement la charge d'amener
l'IA dans la rédaction, et tout ça, c'est des enjeux en fait de négociation auxquels en fait on ne sait pas encore quel va être le point final. Tout ça, c'est aussi en fait la profession journalistique. J'espère qu'il le définira collectivement. Et bien malin c'est lui qui peut prévoir dans quelle direction elle aura évolué. Je dis ça juste parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance parfois à dire les outils sont là, donc. Sauf que on voit que le même outil peut être utilisé déjà de manière très différente, avec des lignes rouges ou sans lignes rouges. Donc il n'y a rien de simple, je dirais, dans cette réponse. Il y avait une question au fond. Est-ce que Oui, bonjour, Eric Lagneau, donc à la fois journaliste à l'AFP et sociologue des médias. Je me permets de rebondir sur la remarque de Valentina, parce que effectivement, à la fois tout ce que vous me dites est extrêmement intéressant et montre qu'il y a une très grande réflexivité par rapport à toutes ces questions-là, et c'est très important. Et en même temps, des fois, on se dit qu'on aimerait bien aussi avoir la big picture et la manière dont vous l'appréhendez, au sens où, oui, ce sont des outils, mais derrière, ce sont des plateformes, ce sont des acteurs dont on sait très bien qu'ils ont pillé largement les médias, dont on sait largement qu'ils se servent d'eux d'une manière qui risque de casser de manière très importante l'économie des médias et de ce secteur. Et donc, à un moment donné, et par rapport à ces questions-là, on ne peut pas faire non plus comme si il y avait uniquement un discours unanimiste disant il y a l'IA, il faut s'adapter, on n'a pas le choix. On sait très bien qu'actuellement, il y a une montée d'un discours très, très critique, porté par des acteurs, des chercheurs qui connaissent très bien le sujet. Je pense à la fois à Antonio Casilli sur la question des conséquences sociales, ou Julien Carbonel sur la question des conséquences sociales de l'IA. Je pense à quelqu'un comme Dominique Boulier, dont on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas les IA, et qui montre très bien que justement, mais ça a été dit par Pierre, il faut faire la distinction entre certains outils génériques et des choses plus spécifiques. On sait bien que donc derrière il y a des plateformes, que toutes ces plateformes ne sont pas dans les mêmes types d'attitudes, qu'il y en a certaines, OpenAI pour ne pas les de la citer, qui est extrêmement problématique pour plein de sujets. Donc, alors je sais bien que vous êtes quelque part en bout de chaîne et vous gérez, mais je le dis aussi parce que dans les médias, comme l'a dit Valentina, il ne faut pas croire que les choses sont simples. Je prends le cas de l'AFP, on voit bien qu'il y a une discussion très sérieuse sur à la fois le fait qu'il faut bouger, que l'IA existe, et en même temps des gens qui disent oui, mais bouger comment? Quels risques on prend? Quelles sont les conséquences sur le journalisme qu'on veut pratiquer? Alors effectivement, comme tu le dis Pascal, on peut essayer de s'en sortir par une pirouette, et qui n'est pas fausse, en disant que par rapport à cette question de l'IA, le terrain, le rapport aux sources reste quand même une chose forte et très importante à défendre dans le journalisme. Mais voilà, ça ne peut pas être la seule réponse, je pense. Et encore une fois, il posait quand même la question un peu globale, la big picture, les enjeux de politique, d'économie politique, de ces sujets-là qu'on ne peut pas non plus complètement évacuer. Je te rejoins complètement. On est à la croisée des chemins d'un choix de société, c'est-à-dire pas seulement sur le journalisme. Qu'est-ce qu'on décide de faire sur l'emploi face à des automatisations? Enfin, je veux dire, on peut se poser la question aussi face à la robotique, face à tout un tas de choses. Il y a aussi cette question-là, qui est une question, comme tu le dis, hautement politique, et qui est, il faut le constater, absente du débat aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sur une vision qui devrait être celle de nos politiques à 10 ans, 15 ans, etc. comme ça, mais un truc, évidemment, à très court terme, quoi. Et on aimerait avoir un débat là-dessus aussi, parce que voilà, enfin, c'est tout le truc, c'est le temps gagné avec les IA, il est gagné pour quoi, grosso modo, pour faire quoi à côté, quoi. En ce qui me concerne, il est gagné juste pour rattraper le retard que j'ai pris dans le reste de mes tâches. J'aimerais mieux qu'il soit gagné un peu pour autre chose. Mais du coup, ça pose aussi la question, pour terminer, de la démocratie interne aux rédactions. Parce qu'on voit, je trouve, que cette question est posée parfois de manière complètement maladroite par des rédacteurs en chef, que par exemple l'avis des syndicats ou du CSE n'est pas du tout pris en compte. Dans le cas de l'Est républicain, on a un exemple où justement le CSE s'était opposé à l'implémentation de ChatGPT pour aider justement à la reprise de dépêches.
Et en fait, l'avis consultatif n'a pas été, a été pris en compte, mais ignoré en même temps. Donc, on voit qu'il y a aussi un problème de, si on veut débattre collectivement de ce sujet, il faut aussi que les entreprises de presse se démocratisent, pour utiliser un gros mot, mais voilà, c'est une vaste question. Est-ce que il y a peut-être des réactions ou des... Non? Ok, merci beaucoup pour cette table ronde.